Bonjour, bienvenue sur Flip, c'est Serge et aujourd'hui je reçois Guillaume Moubèche, fondateur de Lemlist. Bonjour Guillaume. Salut Serge, ça va ? Ça va et toi ? Ça va super. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Je m'appelle Guillaume Moubèche, je suis le CEO et cofondateur de Lemlist, une plateforme qui aide les entreprises à rentrer en contact avec leurs futurs clients. On a lancé ça début 2018. On a plus de 10 000 clients essentiellement basés aux US. Avant de parler de Lemlist, on va parler un peu de toi. À quel moment t'as flippé ? Alors, ça c'est une bonne question. Je pense que c'était en gros en 2015. Je suis parti voyager pendant 1 an autour du monde avec mon meilleur pote. Et du coup, on n'avait pas énormément d'argent. J'avais économisé pendant toutes mes études pour me payer les billets d'avion. Et en fait, on avait décidé d'utiliser les réseaux sociaux pour se loger gratuitement chez les gens. Et rapidement, en fait, donc on faisait un petit peu tout. On a fait du couchsurfing, on a fait du woofing. Donc on travaillait par exemple dans des fermes ou des choses comme ça. Et pendant cette année-là, j'ai ressenti ce sentiment de liberté énorme. Et je me suis dit que c'est ce qu'il fallait que je recrée. Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'était la seule voie qui pouvait me permettre d'être aussi libre. Donc, quand je suis rentré en France, je me suis dit, OK, je sais que je veux être entrepreneur. Ça t'a donné des idées de boîte ou pas, ce voyage ? Ouais, j'ai eu plein d'idées, franchement, parce que tu sais, il y a des fois où tu tapes des trajets en bus de 20 heures. Donc, c'est la solitude et tu penses à plein de trucs. Franchement, j'ai toujours eu plein d'idées et j'en ai encore toujours plein. Mais après, passer à l'action, ça, c'était la phase que j'avais jamais encore fait avant ce voyage, quoi. Et avant ce voyage, t'avais déjà cette idée de vouloir monter ta boîte ? C'était un souhait depuis longtemps que tu devenir entrepreneur ? Bah en fait, si tu veux, moi, je viens d'une famille assez modeste. Mes parents, ils ont grandi dans une ferme, ils ont pas fait d'études, ils ont pas eu le bac, etc. Donc pour eux, c'était super important que je fasse des études scientifiques. Parce que à la base, dans leur tête, en fait, faire du business, ça avait pas de sens. En fait, c'était pas un métier. Alors que moi, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours eu un bon sens de la communication. J'ai toujours bien aimé négocier des choses. Mais pour mes parents, le business, ça avait pas de sens, tu vois. Donc en fait, j'ai commencé par des études scientifiques, puis une école d'ingé, etc. Et en école d'ingé, c'est vrai qu'il y a eu un moment où j'ai fait un module un peu d'entrepreneuriat. Et j'ai surkiffé, tu vois. Donc, pouvoir bosser sur un projet, me dire qu'il fallait le lancer, faire les études des clients, tout ça, et j'ai trouvé ça génial. Et à ce moment-là, c'est vrai que ça commençait un peu plus à se concrétiser et je me disais, OK, c'est ce que j'ai envie de faire. Justement, à quel moment t'es passé à l'action ? Je suis passé à l'action, du coup, en rentrant de Tour du Monde où, en fait, j'ai intégré HEC, du coup, pour faire du market. Et je me suis dit, OK, j'avais pas mal parlé avec mon père pour lancer une marque de t-shirts, vu que lui, il est graphiste, donc il savait imprimer sur des tissus. Et en gros, on s'est dit, bah vas-y, go. Moi, comme je suis à HEC, bah en fait, je le faisais en parallèle de mes études. Tout ce que j'apprenais en cours, j'essayais de l'appliquer pour le business et se lancer. Et du coup, ça s'appliquait bien ? Ça fonctionnait ? Ça a été un échec. Ça a été un échec, en gros, pour plein de raisons, mais... bah si tu veux, il y a eu plein de trucs, tu vois. Moi, j'ai fait un peu toutes les erreurs. Genre, typiquement, j'ai voulu faire le site moi-même. Donc, essayer de développer des trucs, ça a pris énormément de temps. Le site était trop lent. J'ai voulu bosser avec un freelance, mais on n'avait pas d'argent. Donc, j'ai pris un mec en Inde qui, en fait, lui déléguait à 4 autres personnes. Bref, c'était horrible. Après, on a réussi à sortir un truc. Mais quand on sortait le site, j'étais persuadé, tu vois, qu'on allait avoir au moins des centaines de commandes. Donc, pendant 2 mois, j'avais mis la pression à mon père. Faut que tu produises plus de t-shirts, etc. et tout. Et en fait, quand on a lancé, on a eu genre 6 commandes. C'était essentiellement la famille et les potes. Et donc, du coup, après ça, c'était quand même difficile parce que déjà, c'était avec mon père. Donc, t'as ce côté où mon père, en fait, il a toujours fait 2 tafs, tu vois, pour essayer que mon frère et moi, on manque de rien. Et là, j'étais à HEC, donc quand même, tu vois, c'est une certaine réputation en France. Donc, pour mes parents, ils étaient contents et j'étais devenu officiellement le businessman. Et quand tu te rends compte que t'arrives pas à rendre l'appareil à ton père, tu vois, tu te sens un peu mal. Et du coup, ça a un peu, on va dire, terni notre relation. Et je t'avoue que c'était difficile et qu'après ça, en fait, comme j'ai eu une opportunité par un pote d'HEC de rejoindre une agence d'acquisition et qu'on la monte ensemble, bah, j'avoue que j'ai directement lâché parce que la relation avec mon père, ça devenait compliqué et donc j'ai préféré passer à autre chose, quoi. Et ça t'a appris quoi, ces échecs ? Bah franchement, déjà il y avait plein de choses, mais c'est plus des apprentissages que des échecs, tu vois, parce que au final, sans ça, jamais j'aurais rejoint l'agence d'acquisition avec en tête, tu vois, ce besoin de me dire, ok, genre moi j'ai déçu et j'ai laissé tomber la personne, tu vois, qui comptait le plus pour moi et que j'admirais beaucoup.
Et en gros, me dire, bah, ouais, tu vois, là, avec l'agence d'acquisition, je vais pouvoir aider des gens à trouver des clients, chose que j'avais pas su faire avec ma boîte avant, tu vois. Et donc, tu vois, d'avoir cette motivation, c'était vraiment super important. Après, je pense que ça m'a appris beaucoup sur la communication. Donc, avec mon père, c'était, tu sais, des relations qui, au final, t'as du mal parfois à dire les choses, c'est un peu compliqué et tout, alors qu'il faut pas, tu vois. Quand t'es dans l'entrepreneuriat, faut savoir parler, faut savoir se dire les choses, faut avancer parce que c'est le seul moyen vraiment d'avancer. Et si t'es pas aligné, c'est pas très grave, tu vois, mais il faut quand même le dire, tu vois. Et après, l'autre learning qui était super important pour moi, mais c'est déjà bien s'outiller, c'est ultra important, bien faire ses recherches avant de se lancer. Et après, ne pas lâcher l'affaire aussi rapidement, tu vois, parce que c'est vrai que moi j'avais lâché un peu vite, mais au final tout prend du temps en business et ça je l'ai appris un peu comme ça, mais aussi avec les expériences d'après. Selon toi, c'est quoi les traits de caractère d'un entrepreneur? Je pense que faut être curieux parce que l'entrepreneuriat, de toute façon, c'est un apprentissage qui est constant. Moi, je pense que quand t'arrêtes d'apprendre, t'arrêtes de vivre, en fait, déjà. Donc, tu vois, pour moi, l'entrepreneur, de base, il doit être curieux parce qu'il va devoir résoudre des problèmes en permanence. Ça, c'est le premier trait de caractère. Ensuite, je dirais, il y a la persévérance. Rien n'arrive. Tu sais, on voit à la télé ou des trucs comme ça, du jour au lendemain, tu deviens ultra successful, etc. C'est pas ça la vraie vie, tu vois. La vraie vie, c'est il faut taffer, il faut faire les heures, il faut se lever tôt, avoir une bonne routine, travailler, être constant. Et ça, c'est un truc qui est difficile à tenir parce que c'est sur le long terme, en fait. Mais au final, je dirais que c'est les deux qualités qui, pour moi, sont essentielles pour l'entrepreneuriat et pour se lancer. Et quand t'as fondé Lemlist, t'as fondé aussi une équipe autour de toi? Ah ouais, alors au moment de lancer Lemlist début 2018, j'avais rencontré Vianney et François, donc mes deux associés, qui eux sont sur la partie tech. Donc ce qui était très cool, c'est qu'on était super complémentaires. Moi, je pouvais gérer toute la partie business et eux toute la partie tech. Et donc c'était cool de voir, tu vois, que tu peux vraiment, enfin chacun peut vraiment avoir sa spécificité dans le business. Et du coup, aider à développer rapidement la plateforme. Moi, j'ai pu la vendre aussi assez rapidement et ainsi de suite. Donc, ouais, c'était cool. Et justement, comment tu fondes une bonne équipe? C'est quoi, selon toi, les critères d'une bonne équipe? Alors, il y a des trucs que je pensais être très bullshit au départ. Genre, typiquement, tu sais, on te dit, écris tes valeurs, et ta mission, machin, etc. Mais en fait, tout ça, c'est super important. C'est-à-dire que les valeurs, donc tes propres valeurs, déjà, je pense que chaque personne, peu importe que tu sois entrepreneur ou pas, tu devrais écrire sur un papier tes valeurs, tu vois. Qu'est-ce qui est important pour toi dans ta vie, dans ta façon de faire. Et ça doit être ta ligne de conduite, en fait. Et tu dois le renforcer potentiellement en le regardant toutes les semaines ou tous les jours, tu vois, c'est très important. Donc, pour le recrutement, pour moi, c'est la même chose. Au final, quand tu recrutes des gens, s'ils ont pas les mêmes valeurs que toi avec ta boîte, ça va pas fitter, ça va pas fonctionner, en fait. Et pour moi, quand tu as les mêmes valeurs que la personne, peu importe les hauts et les bas qui arrivent, tu sais que tu es aligné dans la façon de faire et dans la façon de fonctionner. Donc ça, c'est super important. Donc pour donner un exemple très concret, pour qu'on puisse, ça sera peut-être plus parlant. Chez nous, tu vois, la partie curiosité, elle est très importante. Donc on veut que les gens puissent se former d'eux-mêmes. Donc typiquement en entretien, on va leur demander, ok, comment est-ce que tu t'es formé récemment? Qu'est-ce que tu as appris récemment? Ça peut être un truc perso, tu vois, genre en mode j'ai commencé à faire de la cuisine thaï, ou ça peut être un truc très spécifique, genre je me suis formé à coder front-end, HTML, CSS, un truc comme ça, tu vois. Mais si quelqu'un me dit genre bah rien, ben moi je me dis ok, cette personne en dehors de ce qu'il fait, il se forme pas, il a pas cette curiosité, tu vois. Et ça c'est un problème, tu vois. Donc pour moi c'est red flag et je me dis c'est pas des gens qu'on a envie de recruter parce qu'on sait qu'en fait, ils vont attendre qu'on leur donne tout le temps une tâche à faire, qu'ils seront pas forcément autonomes, qu'ils ont pas ce côté de drive, tu vois. Tu vois, avec une petite phrase ou quelques petites questions, tu peux savoir globalement où la personne se trouve et ça, c'est très cool. Et du coup, comment tu fédères ton équipe autour de ta vision à toi? Alors ça aussi, je pense que ça, c'est ce qui est clé, c'est la communication. Donc au moment de l'entretien et quand les gens arrivent, c'est super important de faire des présentations, genre je le fais régulièrement à toute l'équipe, je dirais au moins une fois par quarter, où j'explique genre quelle est la mission, pourquoi est-ce qu'on fait les choses, et aussi vraiment creuser, tu vois. Il y a un truc que j'aime bien utiliser, c'est les 7 why, tu vois, ou les 5 why, ou tu vois, genre tu peux le faire comme ça, mais c'est, par exemple, si tu prends Lemlist, à la base, qu'est-ce que c'était Lemlist? Si t'es très terre à terre, un outil qui envoie des mails de prospection. Ça, c'est très à terre. Oui, mais qu'est-ce que c'est vraiment Lemlist, tu vois? Et là, tu vois, tu commences à creuser et tu dis, en fait, c'est un outil qui te permet de rentrer en contact avec des gens que tu connais pas. Ok, mais qu'est-ce que c'est Lemlist? Bah, c'est un outil qui te permet de rentrer en contact avec des gens que tu connais pas pour développer ton business.
Qu'est-ce que c'est l'Emlist? Bah, c'est un outil qui te permet de développer ton business. Mais qu'est-ce que c'est vraiment l'Emlist? C'est un outil qui te permet de développer ton business et d'être encore plus libre. Et en fait, plus tu creuses comme ça, plus tu arrives, tu vois, à avoir une vision très large de ce que tu fais et comment est-ce que tu peux changer la vie des gens. Et c'est là où tu transformes juste des fonctionnalités ou des caractéristiques d'un service en une mission qui est beaucoup plus globale et qui t'aide en fait à transporter aussi toute ta team, parce que c'est vrai qu'il y a des moments qui peuvent être difficiles dans l'entrepreneuriat, dans la vie d'une startup, et c'est dans ces moments-là, qu'en te rappelant exactement la raison pour laquelle tu fais ce que tu fais, bah qu'en fait t'es encore plus motivé, quoi, et tout le monde est fédéré. Et donc je pense que communication avec la team, donc bien présenter ses objectifs de façon claire, pourquoi tu fais les choses, où est-ce que tu veux aller, mettre en place des objectifs aussi qui soient communs, combien on veut atteindre de chiffre d'affaires, combien on veut atteindre de clients, ce genre de choses, tu vois, par mois, que ce soit très précis pour que tout le monde se sente dans le même bateau. Ça, c'est ultra important. Et après, bien fédérer une équipe, c'est potentiellement faire en sorte que tout le monde puisse interagir, que tout le monde puisse se sentir inclus aussi dans l'équipe. Et ça, tu vois, nous, on fait toutes les semaines. On est 35 aujourd'hui, 38. Et en gros, toutes les semaines, on fait 1 heure de team meeting où ça va très vite. Où en gros, c'est moi, je présente peut-être 5 minutes, tu vois, les chiffres de la semaine, etc. Tout ça, où on en est par rapport à nos objectifs. Ensuite, les head-off de chaque département font des grosses annonces s'ils ont bossé sur des gros projets ou des choses comme ça. Ensuite, je fais la partie kudos, donc je récompense, enfin tu vois, je félicite des gens qui ont fait des tâches qui sont stylées ou qui ont accompli quelque chose de stylé la semaine d'avant. Ensuite, il y a les devs qui présentent les nouvelles features du produit. Et ensuite, on a choisi la semaine d'avant, donc on vote chaque semaine pour un sujet de brainstorm et on passe en gros 35 à 40 minutes avec toute l'équipe à brainstormer sur un sujet. Donc ça peut être aider les devs pour une tâche, aider les sales pour une tâche, aider le marketing, mais tout le monde donne son avis. Et là, du coup, tu as tout le monde qui commence à apporter sa pierre à l'édifice et tout le monde se sent vraiment inclus. Et du coup, ça les forme aussi, en fait. Et ça les forme de ouf, ouais. Et du coup, ça permet aussi de garder le lien et de savoir ce que chacun fait en vrai. Exactement. Et découvrir plus leur métier. Putain, c'est intéressant comme démarche. Tu viens d'expliquer qu'est-ce que l'Emlist. Du coup, c'est qui les entreprises qui s'intéressent à la prospection aujourd'hui? Bah, en gros, toutes les entreprises B2B, donc business to business, c'est des entreprises qui vont avoir des besoins de se développer, trouver des potentiels clients. Et donc, du coup, on va avoir beaucoup de startups scale-up, donc des boîtes qui sont entre 10 et 500 personnes, mais aussi des grosses entreprises. Tu vois, on a par exemple Zendesk, Uber, ce genre de boîtes qui ont besoin de se développer pour leur prospection et donc ont besoin d'outils qui les aident, tu vois, à automatiser une partie de leur prospection. Donc, le cas d'usage classique, c'est je dois vendre mon produit ou mon service. Il faut que je rentre en contact avec des clients. Comment est-ce que je fais? Bah, je vais utiliser un outil de prospection qui va m'aider à faire ça. Et grâce à l'Emlist, ils vont mettre en place leur campagne de prospection, avoir des réponses pour des rendez-vous clients. Et ensuite, ils feront les rendez-vous soit avec les équipes commerciales, soit si c'est des fondateurs de boîtes, directement les fondateurs. Et si je te demande par rapport à ça, sont des concurrents sur la prospection, ce serait quoi les plus-values de l'Emlist par rapport à eux? Alors nous, en gros, les grosses plus-values par rapport à nos concurrents, c'est la délivrabilité, donc un aspect vraiment technique, c'est-à-dire est-ce que tes emails, ils arrivent vraiment dans l'inbox et pas dans le dossier spam, ce qui est horrible. Et ensuite, tu as la partie personnalisation. Donc on est les seuls à avoir un niveau de personnalisation qui peut aller à ce niveau-là avec de la vidéo personnalisée, des images personnalisées où en fait, tu rends ta prospection beaucoup plus humaine et par conséquent, ces deux, on va dire, différenciateurs, ça se traduit par un taux de retour qui est plus élevé. Parce que si tu as plus d'emails qui arrivent dans la boîte de réception, bah, tu as forcément plus de réponses. Et si ton taux de personnalisation il est plus élevé, bah, forcément, tu as aussi plus de réponses. Ok. Est-ce que justement, pour décrire un peu mieux l'Emlist, tu auras un business case, un petit exemple? Ouais, on pourrait, bah, tu vois, typiquement, un exemple classique là, avec Zendesk, qu'ils ont fait il y a pas très longtemps, c'était, ils avaient un événement qu'ils ont organisé et ils ont envie, ils étaient présents sur un événement. Et donc, ils ont contacté la liste de personnes qui allaient là-bas pour les rencontrer en physique. Et en fait, ils ont envoyé une campagne de prospection automatisée avec une vidéo, tu vois, où ils disaient « Hello, j'ai vu que tu participais à tel et tel événement. Ça serait vachement bien si on pouvait se rencontrer. Je te mets mon calendrier juste en dessous et tu peux directement booker un rendez-vous, tu vois. » Et en fait, ça, ils ont eu des résultats mais exceptionnels, tu vois, avec des dizaines de rendez-vous clients bookés et après c'est des millions d'euros de chiffre d'affaires générés parce que eux, tu vois, c'est des très gros contrats en général, quoi. Pendant notre préparation de notre podcast, tu parlais que vous aviez adopté une démarche customer centric à l'Emlist. Juste, est-ce que tu pourrais expliquer qu'est-ce que la démarche customer centric pour ceux qui savent pas? Ouais, bien sûr. Alors nous, en fait, dès le départ sur l'Emlist, notre objectif unique, c'était de faire en sorte que nos clients et utilisateurs soient successful.
Et le succès pour nous et pour eux, c'est réussir à avoir des rendez-vous avec leurs prospects qui deviennent ensuite leurs futurs clients. Et donc là, on a en fait centré toute notre stratégie, que ce soit marketing, contenu, communauté, etc., autour de ça. Comment est-ce qu'on va faire pour rendre notre client le plus successful possible? Donc, avoir un support chat, par exemple, pour que dès qu'ils aient des questions, ils aient une réponse quasiment instantanée. Aujourd'hui, tu vois, on couvre, vu que nous, on a des clients quasiment partout dans le monde, on est, je crois, présent dans 90 pays. Donc, on a le support qui fait quasiment 24 heures sur 24, tu vois. Donc ça, c'est super important pour nous. Ensuite, on a créé une communauté qui est devenue aujourd'hui la plus grosse communauté autour des sales automation sur Facebook, où les gens peuvent poser leurs questions, interagir, etc. Et ensuite, nous, cette communauté, elle nous aidait aussi parce que quand on voyait que des questions revenaient régulièrement, on disait c'est qu'on n'a pas fait le bon taf et qu'on doit justement écrire du contenu pour répondre par exemple aux questions qui reviennent régulièrement et qu'on doit plus le pousser à nos utilisateurs. Et ainsi de suite. Et donc ça, c'est vraiment l'idée de Customer Centric, c'est comment est-ce que tu fais pour que tes utilisateurs soient les plus successful possibles pour que ensuite ils décident de continuer. Évidemment, ça a un intérêt business. C'est un, ils vont te recommander, donc tu auras beaucoup plus de bouche à oreille. Et deux, plus ils sont successful, plus ils restent sur ta plateforme ou plus ils prennent de sièges et grossissent. Et toi, tu veux que tes clients, ils grossissent le plus possible, tu vois. Et au niveau de vos fonctionnalités, vous travaillez aussi avec vos clients pour savoir quelles fonctionnalités vous pouvez développer? Ouais, exactement. Donc ça, typiquement, c'est des choses où dans la communauté, on a déjà eu plein de choses qu'on a testées, où on posait des questions de façon ouverte, etc. Et on pouvait voir. On a créé une des features qui nous a vachement différenciés. C'est, tu vois, sur la partie délivrabilité, donc tomber dans l'inbox et pas du coup dans le spam. Mais en fait, on a vu que des gens dans la communauté voulaient, en fait, pour reprendre un peu plus de recul, quand tu te lances dans la prospection, quand tu achètes un nom de domaine avec ton site internet, tu dois chauffer ton adresse email. C'est-à-dire que si du jour au lendemain, tu décides à faire des mails de prospection, ton adresse mail va être bloquée, tu vas tomber en spam et tu peux un peu détruire la réputation de ton domaine. L'idée, c'était de dire, OK, bah, comment est-ce que tu fais pour chauffer? Et les techniques de chauffage d'email, c'est en gros, bah, t'envoies des emails à tes potes, tu leur demandes de te répondre et tu fais ça step by step, mais ça prend du temps et c'est chiant. Et en fait, nous, on s'est dit, c'est con parce que toutes les personnes qui vont sur la liste, elles connectent leur mailbox directement à nous. Et en fait, ils ont tous l'envie d'avoir une meilleure délivrabilité. Donc, en fait, on a créé comme une sorte de réseau neuronal, tu vois, avec plein de mailbox où les gens, automatiquement, on envoie pour eux des mails et des réponses à des emails de la communauté. Et du coup, tout ça, ça booste vachement le taux de inbox, donc de délivrabilité, parce que typiquement, si un client Lemlist envoie un message à un autre client Lemlist, mais qu'il est dans les spams, on va le ressortir pour le mettre dans l'inbox. Et donc, tu vois, ça va booster, ça va envoyer les bons signaux. Et tout ça, c'est un truc, tu vois, qu'on a développé uniquement parce qu'on a vu dans la communauté qu'il y avait ça, des gens qui se posaient des questions, etc. Et on s'est dit, bah ouais, en fait, on pourrait faire un truc de ouf. Et après, on a eu énormément de copycat d'ailleurs. Pour les entrepreneurs qui voudraient mettre en place cette stratégie, ce serait quoi pour toi les points clés qu'ils devraient retenir pour mettre cette stratégie en place? Pour mettre une stratégie de prospection? Pour mettre une stratégie de customer centric. Customer centric? Ok. Bah, dans un premier temps, je pense que déjà, si vous avez un produit ou un service, avoir un chat ou quelque chose, un moyen de communication qui soit direct avec les clients, c'est essentiel. Si c'est par mail, genre adressez-vous à support, etc., c'est compliqué. Donc, il faut être très, très proche de ses clients. Moi, dès le départ, tu vois, il y a plein de clients que j'ai ajoutés sur Messenger, avec qui je discutais dans Slack, WhatsApp, enfin, peu importe. Mais en tout cas, avoir quelque chose de direct. En fait, il faut que tu considères tes clients un peu comme tes potes. En tout cas, dans la façon dont tu communiques avec eux, ça sera le seul moyen d'avoir vraiment les meilleurs insights. Donc, comprendre que eux puissent totalement se lâcher avec toi parce que sinon, tu vois, tu garderas une relation un peu formelle et les gens n'oseront pas exactement te dire quels sont leurs besoins, tout ça. Donc ça, c'est très, très important. Ensuite, c'est essayer de créer une communauté le plus rapidement possible. En fait, que tu aies un produit ou un service, c'est pas très grave, en fait. Un produit, bah, tu peux créer ta communauté autour du produit ou ce que tu vends et la valeur de tout ce que tu vas apporter, comme nous, par exemple, la vente et les forces commerciales. Mais si tu as un service, par exemple, mettons que je sais pas, moi, j'ai une agence qui aide les gens à faire de l'acquisition. En fait, tu devrais créer une communauté autour de l'acquisition. Et toi, comme ça, déjà, tu seras vu un peu comme le leader de cette communauté. Et à côté de ça, les gens qui sont dedans, donc potentiellement tes clients, etc., bah, ils vont pouvoir te poser des questions en direct. Et une fois que tu as créé cette relation très proche, c'est là où après, bah, tu vois, tu peux déléguer, avoir des équipes qui s'occupent plutôt de la partie support, etc. Mais ça, c'est vraiment important. Et un point encore plus clé parce que c'est cool d'avoir des feedbacks et c'est cool de communiquer avec tes clients, mais il faut l'appliquer.
la raison aussi pour laquelle nous, ça a si bien marché, c'est que quand il y avait des choses qui arrivaient dans la communauté, oui, on écrivait, tu vois, on voit qu'il y a des questions qui reviennent, boum, on écrit le meilleur article sur tel et tel sujet. Comme ça, les gens, ils adorent, ils partagent, ça crée du bouche à oreille, tout ça. Mais tu vois, c'est pas juste de se dire, ah oui, on voit que les gens ont ces problèmes-là, et donc, voilà, tu vois, on laisse comme ça. Et pareil pour le produit. Si tu développes un produit ou un logiciel, tu vois que les gens ont un problème, tu vois que c'est récurrent, ok, il faut qu'il y ait tes devs qui soient à fond dessus et qui arrivent, tu vois, à résoudre ou à trouver une solution pour ensuite en parler. Et les gens, tu vois, s'ils se sentent entendus, ils vont te redonner plus de feedback. Et après, c'est un cercle vertueux, en fait. Mais ça s'arrête jamais. Au niveau de ta communauté, vous avez lancé la communauté dès le départ de l'Emlist ? Alors, la communauté, pour être en toute transparence, je l'ai pas du tout lancée parce que j'avais envie de créer une communauté. Je l'ai lancée parce qu'à l'époque, on était 3. Et Vianney et François qui sont sur la partie dev, en fait, ils faisaient pas de support. C'était moi quasiment qui faisais tout le support. Et il y a eu un moment où j'avais beaucoup trop de support et ça me saoulait. Et du coup, je me suis dit, je vais faire un groupe Facebook parce que j'ai trop de questions qui reviennent tout le temps. Et je vais mettre le truc comme ça. Et après, en fait, je me suis dit, ok, c'est cool. Du coup, dans la communauté, j'ai commencé à partager du contenu. J'ai vu que ça prenait bien, donc j'en ai partagé encore plus. J'ai vu que j'avais des idées et ça s'est créé un petit peu naturellement. Et donc, on a commencé à la créer en juillet 2018. Donc, c'était 7 mois après avoir créé l'Emlist, quoi. D'accord. Et justement, aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous apporte et qu'est-ce que ça apporte à la communauté ? C'est quoi les points forts de cette communauté ? Les points forts, c'est déjà ce côté où on est reconnu, tu vois, dans toute l'industrie comme les experts en sales automation. On fait beaucoup d'interviews et de live sur cette communauté. Donc, on a eu tous les sales leaders, mais à l'échelle internationale, qui sont aussi dans cette communauté. Donc, en fait, c'est ultra bénéfique en termes d'image de marque. Après, en termes de customer success et de clients, c'est aussi génial parce que il y a beaucoup de preuves sociales. Donc, des gens qui partagent les résultats de leur campagne, des gens qui montrent comment faire les choses aussi. Et après, on a ce système d'entraide où les gens, quand ils posent une question, d'autres membres de la communauté qui sont devenus un peu des leaders dans la communauté, viennent, répondent, apportent de la valeur. Et donc, du coup, ça crée vraiment un cercle vertueux en termes de croissance pour la boîte, plus de bouche à oreille, plus de clients et donc plus de croissance pour nous. Du coup, quand vous signez quand t'as un nouveau client, tu l'invites directement dans ce groupe Facebook ? En fait, c'est ce qu'on faisait au tout début. Aujourd'hui, on a un petit peu, on fait par vague un petit peu. Donc, chaque client, quand il s'inscrit, il est inscrit à la newsletter. Donc, on lui envoie une série d'emails, tout ça. Et en fait, l'objectif, c'est de les faire rentrer rapidement dans la communauté. Mais même quand ils sont en fait, on a un essai gratuit de 14 jours. Donc, dès qu'ils arrivent, on va essayer de les faire aussi rentrer dans la communauté pour apporter encore plus de valeur et aussi leur montrer le genre de succès qu'ils vont pouvoir avoir par des personnes de la communauté. Et finalement, est-ce que la communauté s'entraide entre eux ? Ouais, grave. C'est ça qui est cool, en fait. C'est que je pense qu'il m'a fallu peut-être 6 mois, 6 à 8 mois où j'étais vraiment le seul à driver, tu vois, la force de la communauté, poster régulièrement et tout. Puis après, t'as des gens qui ont commencé à poster. Et puis, c'était tout le temps moi qui répondais. Et puis à un moment, genre, je vois un post, je vais pour répondre. Et là, je vois quelqu'un est en train de taper. Je vais attendre un peu. Et boum, là, je vois un commentaire. Donc, quelqu'un qui avait aidé quelqu'un d'autre. Et là, quand tu vois ça, tu te dis, OK, ça commence, tu vois. Et étape par étape, en fait, tu vas avoir des gens qui s'entraident. Et après, tu as ta communauté qui vit. Ça vivra jamais tout seul parce qu'une communauté, faut la diriger. Là, on est un peu en mode dictature. C'est-à-dire que quand tu postes, parce qu'on a une communauté de plus de 14 000 membres. Donc, en B2B, ça devient gros. Et en fait, quand les gens postent, il doit y avoir une validation par un admin. Les admins, c'est nous, en fait. Et quand on voit qu'il y a des gens qui veulent faire du spam ou des trucs comme ça, genre venez voir mon nouveau service ou des trucs comme ça, parce que t'en as toujours sur des grosses communautés, eux, on les gère direct, tu vois. Et pareil, tu vois, dès qu'on voit que des gens font des commentaires agressifs, racistes ou autres, pareil, tu vois, c'est directement headshot ban. Merci Guillaume. Avant de terminer ce podcast, on va passer au Flip and Curious. Si je te demande une startup ou un entrepreneur à découvrir. Alors, si vous n'avez pas encore utilisé Notion, allez-y. C'est le feu. Nous, ça fait 2 ans qu'on est dessus. C'est un outil qui te permet, du coup, de centraliser toute ta base de connaissances, gérer tes to-do et aussi toutes tes roadmaps, Gantt, etc. Donc, c'est vraiment génial. D'accord. Les valeurs de Guillaume Houbèche. Ah, mes valeurs, c'est une bonne question. Moi, donc mes valeurs, c'est déjà d'aider les autres un maximum. Donc, ma mission sur les prochaines années, c'est d'aider plus d'1 million d'entrepreneurs à lancer un business rentable. L'entraide, c'est super important. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, la curiosité, tu vois. Donc, toujours apprendre. Ça fait vraiment partie de mes valeurs. Et je dirais aussi peut-être la gentillesse. Je pense que d'être gentil, c'est un truc... les gens pensent que c'est une faiblesse, la gentillesse, alors que
Moi, je pense que c'est justement une force d'être gentil. C'est un truc que ce soit dans la vie ou que ce soit dans le business. Je suis très croyant dans le karma. Et je pense que, tu vois, si tu fais du bien autour de toi, il y aura du bien qui t'arrivera. Et donc ça, je dirais, si on doit prendre que 3 de mes valeurs, ça va être ça. Je suis d'accord avec toi sur la gentillesse. Et la curiosité aussi. Ton prochain grand flip, c'est pour quand? C'est une bonne question. Bah là, je pense qu'il y a un truc qui arrive bientôt qu'on va lancer. On va lancer justement des formations pour encore plus aider nos clients à être successful dans leur campagne, parce que tu vois, c'est bien de fournir un outil, c'est bien de fournir du contenu, mais parfois en fait, les gens ont besoin d'un peu plus. Donc formation, accompagner, etc. Ça arrive bientôt. Très bien. Merci beaucoup Guillaume d'avoir participé à Flip. Merci à toi Serge. C'est un plaisir et nous on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et vous, le grand flip, c'est pour quand ?